Il y a un peu plus d'un siècle, le pilote Charles Godefroy réussissait l'exploit de passer en avion sous l'Arc de Triomphe à Paris. Une prouesse inouïe et rigoureusement interdite derrière laquelle se cache une affaire d'honneur à laver au sein même de l'armée française. C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Monumental. Petites histoires des grands monuments. Charles Godefroy, un avion sous l'Arc de Triomphe. Le jeudi 7 août 1919, Paris s'éveille. En autobus, en tramway ou à pied, les Parisiens partent au travail. Qu'elle semble loin, cette grande guerre qui a emporté près de 10 millions de soldats. La paix revenue, le soleil du mois d'août qui brille, en somme, c'est un beau matin d'été sur la capitale. Mais à 8 heures, un bourdonnement inhabituel se fait entendre. C'est le bruit d'un moteur d'avion qui fend le ciel. À ses commandes, le pilote Charles Godefroy, 31 ans, sur le point de réaliser l'exploit de sa vie, voler sous l'Arc de Triomphe. Pour comprendre ses motivations, il faut revenir quelque temps en arrière. Lorsque les autorités militaires organisent le défilé de la victoire, le 14 juillet 1919, le premier depuis la capitulation allemande, elles ordonnent aux aviateurs de défiler à pied. L'heure n'est pas encore à la patrouille de France et à son panache tricolore. Pour les aviateurs français, cette décision est un véritable camouflet, un manque de reconnaissance pour les héros de l'air de la Première Guerre mondiale. Les as de l'aviation, les pilotes qui comptent au moins 5 victoires au front, seraient-ils comparables à de simples soldats d'infanterie? Les aviateurs ne l'acceptent pas. Secrètement réunis au Fouquet's sur les Champs-Élysées, quelques semaines avant le défilé, un groupe de pilotes prépare sa revanche. Au cours de la conversation, une idée germe. Une idée monumentale. Et si l'un d'entre eux passait en avion sous l'Arc de Triomphe pendant le défilé? Le monument a été voulu par Napoléon Ier, précisément pour célébrer les victoires françaises. L'empereur ne le verra d'ailleurs jamais achevé, puisque sa construction ne sera terminée qu'en 1836 sous Louis-Philippe. Mais aujourd'hui, quel symbole ce serait! S'il est un monument pour associer l'aviation à la victoire de 1918, c'est bien l'Arc de Triomphe. Mais comment s'y prendre? L'arche ne fait que 29 mètres de haut. Le passage entre les deux piliers ne fait que 14 mètres de large. C'est court, très court, ce qui laisse une faible marge de manœuvre. Il faut une bonne dose d'adresse et aussi de folie pour se glisser sans encombre dans ce trou de serrure. Même Georges Guynemer, l'as des as de la Première Guerre, estime la chose impossible. Quant au célèbre Roland Garros, il prédit, je cite, « Celui qui essaiera de passer par là se tuera ». Finalement, les comploteurs tombent d'accord sur un nom. Jean Navarre. C'est lui qui est désigné pour accomplir l'exploit. Avec 12 victoires à son actif, Navarre est un as et l'un des tout meilleurs pilotes français, au point que ce spécialiste des acrobaties aériennes effectue désormais des vols d'exhibition sous les yeux d'un public ébahi. Charles Godefroy, lui, n'est entré dans l'aviation qu'en septembre 1917. Il est doué, indéniablement, mais il n'est pas choisi. Un peu déçu, il compte toutefois bien applaudir l'exploit de Jean Navarre lors de la fête nationale. Le projet est gardé secret. L'état-major ne doit surtout pas être au courant de ce qui se trame dans son dos. Hélas, le 10 juillet, 4 jours seulement avant le défilé, Jean Navarre se tue lors d'un vol d'entraînement. Il accroche le toit d'une ferme lors d'une descente en vol plané et ne survit pas au crash de l'avion. Le projet a du plomb dans l'aile. Le petit groupe de comploteurs renonce à le mettre à exécution à l'occasion du défilé. Mais ce n'est que partie remise. Ce vol, aussi périlleux soit-il, doit avoir lieu coûte que coûte. Après tout, il suffit de décaler la date de quelques semaines. Certes, le retentissement sera moindre,
Mais l'exploit n'en sera pas moins spectaculaire et mémorable. Le nouveau pilote est désigné. Ce sera Charles Godefroy. Avec 500 heures de vol, il fait un remplaçant respectable et extrêmement motivé à l'idée de relever ce défi. Ce n'est pas un froussard, plutôt le genre tête brûlée. Pendant la guerre, quand il était encore au sol, il a reçu la Croix de guerre avec 2 citations. Alors, la prédiction de Roland Garros, l'accident tragique de Navarre, les risques immenses ne lui font pas peur. Au contraire même, ils le motivent. Fin juillet, Charles se rend donc à plusieurs reprises sous l'Arc de Triomphe pour étudier les courants d'air et ainsi préparer son coup. Le tout, toujours dans le plus grand secret. Avec son ami Jacques Mortane, journaliste et photographe, il prend des notes, recalcule précisément les dimensions du monument et détermine la trajectoire qu'il devra emprunter pour passer sans encombre. Puis, il part dans le sud de la France, à Miramas. Là-bas, il s'entraîne à passer sous un pont. Comme un acteur répète son texte avant la première, il répète sa périlleuse manœuvre. Piquer du nez, redresser l'appareil à quelques mètres du sol, viser juste en serrant les dents et remonter vers les nuages. Après quelques jours d'entraînement, il est prêt. Le jour J, Charles Godefroy se présente à 6 heures du matin à l'aéroport de Villacoublay, au sud-ouest de Paris. Vêtu de sa tenue d'adjudant-chef, il monte à bord de son aéroplane, un biplan Nieuport 17 de 9 mètres d'envergure. Le temps brumeux ne l'effraie pas, au contraire. Certes, la visibilité sera moins bonne, mais au moins on ne le repérera pas avant d'arriver sur Paris. À 7h20 précise, il décolle. Au même instant, Jacques Mortane est en place, avenue des Champs-Élysées, pour immortaliser l'exploit. Il a même secrètement prévenu quelques confrères, parmi lesquels des cinéastes munis de leurs caméras. Charles vole vers la capitale et rejoint la Porte-Maillot en quelques minutes. L'objectif est maintenant droit devant lui. Il commence par un survol de l'Arc de Triomphe. Il effectue 2 tours au-dessus de la place de l'Étoile. Sent-il la peur monter en lui? La moindre erreur de sa part pourrait lui coûter cher, très cher. Il peut y laisser la vie, et pire encore, en cas d'échec, déshonorer pour de bon les pilotes de l'armée française. Surtout si l'avion venait à endommager le monument. Charles a bien conscience de tout cela, mais non, il n'a pas peur, il est même sûr de lui. Après ce rapide survol de reconnaissance, il n'hésite plus. Revenu au niveau de la Porte-Maillot, le voici qui prend de la vitesse au-dessus de l'avenue de la Grande Armée et qui pique vers le sol. À seulement 10 mètres d'altitude, il tire sur le manche. Son avion se redresse et glisse entre les piliers de l'édifice à 140 km/h. Mais à peine a-t-il franchi l'Arc de Triomphe qu'il se retrouve au niveau de la place de l'Étoile, nez à nez quasiment avec un tramway. Affolés, les passagers se jettent au sol. L'avion va s'écraser. Mais non, ils n'en croient pas leurs yeux. Ils voient le biplan se redresser et s'élever au-dessus des Champs-Élysées, effectuer un demi-tour, là-bas, au-dessus de la Concorde, et repartir comme si de rien n'était. Aux commandes, Charles jubile. C'est fait. L'honneur de l'aviation française est vengé. Quand il atterrit à Villacoublay, personne n'a remarqué son vol, qui n'a duré qu'une demi-heure. Aussitôt, la presse fait grand bruit de cet exploit. Elle célèbre son auteur comme un héros, ce qui ne plaît pas du tout au gouvernement. Démasqué, Charles Godefroy ne reçoit finalement qu'un simple avertissement. Sa popularité lui permet sans doute d'éviter de plus lourdes sanctions, mais sa licence de pilote lui est retirée et le film de son exploit est censuré par la préfecture de police. Revenu dans le civil, Charles Godefroy devient commerçant en vin et spiritueux.
il ne pourra plus jamais piloter un avion. Son vol du 7 août 1919 sera son dernier. Totalement oublié, il meurt en 1958 dans l'indifférence générale. Des années plus tard, le 18 octobre 1981, un ancien pilote de chasse réédite l'exploit à bord d'un petit avion civil de 10 mètres d'envergure. Alors certes, il n'est pas le seul à avoir réalisé cette prouesse, mais Charles Godefroy restera à jamais le plus héroïque.